Grosse nouvelle du côté d'OpenAI et ChatGPT, ils vont tout faire pour concurrencer le moteur de recherche Google avec une nouvelle solution que je vais vous présenter dans cette vidéo. C'est Ludo, bienvenue dans cette revue d'actualité. Je vais vous décrypter les nouvelles qu'il ne fallait pas manquer cette semaine et donc il y a le moteur de recherche ChatGPT qui devrait sortir dans quelques jours, qu'on va analyser en long, en large et en travers, mais il y a tout un tas de nouveautés aussi qu'on va découvrir ensemble. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Nous sommes sur le site d'OpenAI et il y a eu une refonte, une mise à jour sur ce site internet. Désormais, quand vous arrivez, vous allez avoir une barre de recherche comme celle-ci qui va être présentée et ça annonce de très grandes choses du côté de chez OpenAI et on est nombreux à avoir mené l'enquête pour savoir vraiment de quoi il en était. Il y a notamment Lior que vous avez juste ici. Vous avez l'habitude, si vous suivez la chaîne, je vous mettrai bien entendu tous les liens des sources dans la description pour que vous puissiez aller creuser tranquillement de votre côté. Et ce que nous dit Lior ici, eh bien c'est que le nom de domaine search.chatgpt.com, qui devrait être la nouvelle adresse pour le moteur de recherche ChatGPT concurrent de Google, est actif et notamment au niveau du certificat SSL. Et pour le vérifier, c'est très simple, vous allez pouvoir le faire de votre côté, vous allez taper search.chatgpt.com juste là et en cliquant sur votre navigateur, ce sera soit le petit cadenas ou l'icône que vous avez sous les yeux. Si vous êtes sur Google Chrome, vous allez aller dans la connexion est sécurisée juste ici, dans le certificat qui est là et vous allez avoir des informations. Et le certificat SSL, c'est ce qui sécurise la navigation sur un nom de domaine et vous voyez qu'il a été émis le 25 avril 2024, ce qui confirme bien que OpenAI compte très prochainement utiliser cette adresse search.chatgpt.com. Quand? Eh bien, je reviendrai sur la date un tout petit peu plus tard dans la vidéo. À quoi devrait ressembler le moteur de recherche ChatGPT, concurrent de Google? Eh bien, le tweet de Tibor ici nous fait une belle prédiction. Je vais vous mettre la vidéo en plein écran pour que vous puissiez voir ça tranquillement. Mais logiquement, il y aurait une barre comme sur Google dans laquelle on pourrait taper des mots-clés. On arriverait donc du coup avec des résultats tels que c'est présenté juste là, donc dans réponse. Ensuite, on aurait la possibilité de cliquer sur source pour avoir des sources détaillées ou encore des images pour rechercher des images. On aurait tout un tas de paramètres comme la possibilité d'utiliser la géolocalisation dans le moteur de recherche ou encore utiliser différents modèles d'intelligence artificielle comme GPT 3.5 ou GPT 4. Bien entendu, tout ça reste de la supposition et il faudra attendre quelques jours pour en avoir le cœur net. Pourquoi quelques jours? Eh bien parce que se tiendra le 14 mai 2024 la keynote Google I/O, la grosse keynote du côté de chez Google. Google devrait annoncer de grosses nouveautés, comme chaque année, et forcément des nouveautés autour de l'intelligence artificielle. Rappelez-vous, il y a un an, on en avait déjà parlé sur la chaîne. Google, à l'occasion de cette keynote, avait annoncé l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses moteurs de recherche. Donc j'en parle dans la vidéo qui est là, et vous aurez bien entendu le lien dans la description. Pour ceux qui ne savent pas en quoi ça consiste, pour l'instant, en Europe, on n'y a pas accès, mais aux États-Unis, quand vous allez faire une recherche sur Google et que vous allez lancer ici la recherche en cliquant sur Entrée, typiquement ici, je vais demander à Google comment écrire un bon prompt pour Google Gemini, vous le voyez en haut de l'écran, il y a l'intelligence artificielle qui mouline et qui va me présenter du coup sa réponse juste là. Ça change beaucoup de choses, mais je vous en parle dans la vidéo que je citais à l'instant. Et donc, ce que va vouloir à tout prix faire OpenAI pour couper l'herbe sous le pied à Google et tirer la couverture à soi, eh bien c'est annoncer leur nouveau moteur de recherche avant le 14 mai et la keynote de Google et on peut attendre ça logiquement, c'est la date qui court actuellement sur les réseaux sociaux pour le 9 mai, donc pour la semaine prochaine. Abonnez-vous à la chaîne et forcément dès que ça sort, je vous tiendrai au courant et on fera des tests ensemble. En tout cas, ça va vraiment être un enjeu majeur. Pourquoi? Parce que Google a actuellement très peur, le moteur de recherche c'est vraiment son fonds de commerce et les tendances eh bien, sont assez effrayantes pour les acteurs traditionnels des moteurs de recherche. Pourquoi? Parce que les utilisateurs commencent à de plus en plus utiliser l'intelligence artificielle pour faire leurs recherches. Et sur le sujet, il y a notamment cette étude de The Verge, pareil, je vous partage tout ça dans la description, qui explique que 61% des utilisateurs, des internautes de la génération Z et 53% des millennials utilisent désormais les outils d'intelligence artificielle pour faire des recherches plutôt que les moteurs de recherche traditionnels. C'est d'ailleurs mon cas, on en parle régulièrement sur la chaîne, notamment dans une vidéo que j'ai faite autour de Perplexity. Et ça, oui, c'est effrayant pour Google. Pourquoi?
Parce que son chiffre d'affaires vient des moteurs de recherche et notamment de la publicité. Je vous en parlais il y a quelques jours sur la chaîne, dans la vidéo qui est ici, qui explique pourquoi Google va devenir payant. Ce qu'il devrait annoncer logiquement lors de la keynote Google I.O., c'est des nouveautés liées à l'intelligence artificielle dans Google Search, mais que ces nouveautés seraient disponibles uniquement sur abonnement. Et donc ça, c'est vraiment une révolution du côté de chez Google de vouloir faire payer les utilisateurs alors que le moteur de recherche a toujours été payant. Et pourquoi Google a peur et pourquoi ils vont devoir prendre des décisions? Eh bien, c'est parce que les moteurs de recherche génèrent près de 78% du chiffre d'affaires de Google de par les publicités qu'il met dans les résultats de recherche. Et l'intelligence artificielle est en train vraiment de précariser finalement ce domaine d'activité. Et donc si ChatGPT arrive en plus avec un moteur de recherche IA révolutionnaire, là Google va devoir vraiment réagir très rapidement. On reste du côté de chez Google avant d'aller voir les autres actualités de la semaine et notamment de nouveaux outils du côté d'OpenAI avec une annonce légère avant la keynote du 14 mai de Google qui nous annonce que dans le moteur de recherche désormais on pourra bientôt taper @Gemini pour convoquer l'intelligence artificielle et demander à l'IA, donc Google Gemini, de mener certaines actions pour nous, comme notamment à l'écran, l'exemple qui est pris, de planifier un voyage à travers le monde ou plutôt un voyage à Osaka. C'était l'exemple qui est juste là. Et clairement, l'actualité a été très riche du côté de chez OpenAI. Ils ont été très calmes depuis le début de l'année 2024, mais là on sent qu'ils vont enclencher le turbo pour conserver le monopole dans le paysage de l'intelligence artificielle. Et il y a notamment eu cette interview de Sam Altman à l'université de Stanford. Et dans cette interview, Sam Altman s'est vraiment lâché. Il a notamment dit, dans la capture que vous avez juste ici, vous pourrez aller voir la vidéo, je vous la partage dans la description, qu'il était vraiment embarrassé à chaque fois qu'il pensait à GPT-4. Pourquoi? Parce que selon lui, GPT-4, c'est la pire intelligence artificielle qu'on aura utilisée dans notre histoire. Parce qu'il a la vision des prochains modèles de langage, des prochaines IA qui arrivent, et notamment de GPT-5, et que c'est tellement meilleur qu'en fait, maintenant qu'il en est là, maintenant qu'il est dans ses évolutions, eh bien, il a honte de ce qu'il a pu nous proposer par le passé et honte de ce qu'on utilise aujourd'hui avec GPT-4. Donc ça, c'est déjà un point intéressant dans l'interview. Derrière, l'autre chose qu'il a indiqué, qui renforce bien sa volonté d'aller vers l'intelligence artificielle générale, l'AGI dont on parle régulièrement sur la chaîne, cette super intelligence artificielle qui serait plus intelligente que la globalité des humains réunis pour n'importe quelle tâche, ce qui signifierait logiquement que l'intelligence artificielle prendrait le lead sur nos futures innovations et que ce serait la dernière innovation de l'humain, cette AGI. Et donc pourquoi il confirme ça? Eh bien parce qu'il dit dans l'interview que ce soit finalement 500 millions par an, 5 milliards ou 50 milliards par an, peu importe pour lui à partir du moment où il avance vers cette intelligence artificielle générale. Donc pour lui, l'argent, l'investissement, c'est pas un sujet, on va vers l'AGI et il ne s'arrêtera pas avant de l'avoir atteint. En tout cas, c'est ce qu'il confirme dans cette interview. Et l'autre chose qu'il évoque dans cette interview, ou plutôt qu'il a évoqué dans des discussions privées après cette interview à Stanford, eh bien, c'est qu'il est revenu sur le mystérieux chatbot qui est sorti cette semaine. On en a parlé sur la chaîne, le GPT-2 chatbot. Je vous en ai parlé dans la vidéo juste ici et il y a eu tout un tas de rumeurs sur ce GPT-2 chatbot. Cette IA mystérieuse qui est sortie cette semaine, qui est disponible sur un outil que je vous présente dans la vidéo, donc vous pourrez aller voir ça si vous voulez la tester. Et du coup, eh bien, GPT-2 chatbot, ça a animé pas mal de rumeurs cette semaine sur les réseaux sociaux, notamment parce que Sam Altman a dit qu'il avait un vrai faible pour GPT-2. Et donc là, si on connecte les points avec ce qu'il dit de GPT-4, qui est pour lui embarrassant, et qu'il apprécie GPT-2, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui se sont dit GPT-2, eh bien, c'est sans doute GPT-4.5 ou GPT-5 qui sont en train de bêta-tester de façon un petit peu secrète. Moi, dans la vidéo qui est juste là, dans laquelle on teste GPT-2 chatbot, je vous dis que c'est pas du tout ça GPT-2 et je vous donne ma théorie, vous pourrez aller la voir pour la connaître, mais en tout cas Sam Altman eh bien, a confirmé à Stanford ce que je vous dis dans cette vidéo. GPT-2 ce n'est pas du tout GPT-4.5, il l'a dit juste là. D'autres collaborateurs de chez OpenAI ont été interviewés sur le sujet, mais ils ont décidé de ne pas répondre aux questions. Cette semaine, il y a aussi eu une grosse mise à jour du côté de ChatGPT qui a acquis la mémoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ChatGPT Memory,
ici, ChatGPT va se rappeler de beaucoup d'informations que vous lui partagez dans différents chats pour apprendre sur qui vous êtes, sur votre contexte, afin de vous apporter des réponses toujours plus qualitatives. Cette option ChatGPT Memory est arrivée aussi avec l'option des chats éphémères qui vous permet de discuter en mode incognito avec ChatGPT et donc de ne pas partager vos données. Donc c'est un niveau de sécurité supplémentaire pour vos données, donc c'est très intéressant. On a parlé de cette nouveauté de ChatGPT Memory, je vous ai fait un tuto complet dans la vidéo qui est à l'écran et que vous aurez aussi en lien dans la description. Vous pouvez y jeter un œil si vous ne l'avez pas encore vu. Mais le point sur lequel je souhaitais revenir, eh bien c'est que ce ChatGPT Memory est en cours de déploiement et du coup tous les utilisateurs n'y ont pas encore accès. Et nous en Europe, eh bien on n'y a pas accès du tout, comme en témoignent beaucoup de commentaires que vous pourrez voir sous la vidéo. Moi j'y ai accès parce que j'ai utilisé un VPN, mais si vous êtes en Europe et que vous n'avez pas un VPN aux États-Unis, eh bien vous n'aurez pas cette option ChatGPT Memory, vous ne pourrez pas retrouver mémoire dans votre menu, dans vos paramètres ici sur ChatGPT. Donc je profite de cette revue d'actualité pour apporter cette information complémentaire comme ça m'a été demandé en commentaire et pour vous expliquer aussi pourquoi on n'aura pas accès de sitôt à ChatGPT Memory. Et tout ça, eh bien je l'explique finalement dans la vidéo qui est juste là, dans laquelle je présente une semaine historique de l'intelligence artificielle. Pareil, vous aurez le lien dans la description. Et tout ça, c'est tout simplement lié à l'AI Act, à la régulation européenne pour les outils d'intelligence artificielle qui interdit d'avoir des fonctionnalités IA en version bêta qui exploitent les données personnelles des utilisateurs. Donc ChatGPT Memory, pour le moment, il y a peu de chances que nous le retrouvions dans notre ChatGPT en Europe et encore moins en France. Il va sans doute falloir patienter quelques semaines avant d'avoir l'option. Donc voilà, je donne cette information complémentaire. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser un VPN ou alors patienter. Mais ça va être un vrai problème dans les semaines à venir, notamment avec la sortie de GPT-5 parce qu'il y a fort à parier pour que GPT-5 soit retardé en Europe et qu'on se retrouve les derniers à pouvoir l'utiliser. Et ça, vous le savez, c'est un sujet qui m'est cher sur la chaîne et je vais le redire une nouvelle fois, eh bien on se tire une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que pendant que les Américains et pendant que d'autres pays pourront tester ces nouvelles technologies en avant-première et monter en compétences, eh bien nous, on devra attendre et quand on arrivera du coup derrière ces fonctionnalités-là, on aura un train de retard d'un point de vue compétences qui sera tellement significatif qu'on pourra jamais le rattraper. Pourquoi? Parce que l'évolution dans l'IA, c'est exponentiel, ça va très vite et si on est les derniers à prendre le wagon, eh bien forcément le retard qu'on a, on le rattrape jamais. Voilà, je le dis une nouvelle fois, vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Une autre nouveauté, une autre actualité qui m'a marqué cette semaine dans l'intelligence artificielle, c'est un partenariat entre Microsoft et Brookfield pour investir dans des panneaux solaires et dans l'énergie renouvelable afin justement de supporter les coûts énergétiques de l'évolution de l'intelligence artificielle pour Microsoft. Donc l'idée, ça va être de délivrer plus de 10,5 gigawatts en énergie renouvelable aux États-Unis et en Europe entre 2026 et 2030. Si vous êtes comme moi, logiquement 10,5 gigawatts, ça va pas vous parler. Donc j'ai fait quelques recherches. Ça correspond à l'énergie dépensée par l'État de Californie uniquement sur une année, l'année 2022 qui a été prise en référence. Donc c'est juste énorme et tout ça dans le but justement de pouvoir développer l'innovation intelligence artificielle tout en prenant en considération les défis climatiques et énergétiques dans lesquels nous sommes actuellement. Un point très important que je souhaitais évoquer aussi dans cette revue d'actualité, je vais vous partager une étude très intéressante sur le sujet. Vous le savez, on en parle régulièrement sur la chaîne comme d'autres, celles que vous pouvez voir à l'écran. Il y a chaque semaine ou presque de nouvelles intelligences artificielles qui arrivent et qui détrônent ChatGPT ou GPT-4 ou les IA qui dominent le marché actuellement. Et le problème avec tout ça, je vous en parle régulièrement quand on fait des tests, eh bien c'est que ces intelligences artificielles se retrouvent premiers de benchmarks, de tableaux comparatifs d'IA qui ont finalement très peu de valeur. C'est notamment le cas du MMLU que vous avez sous les yeux, qui est un des benchmarks les plus connus. Et à chaque fois que je vous présente ce genre de benchmark, je vous dis faites attention parce que les IA qui sont premières sont pas forcément les meilleures IA, mais ce sont les IA qui ont été préparées par les ingénieurs pour passer ce genre de test, parce que ces benchmarks sont construits à partir d'expériences, d'exercices qu'on soumet aux IA et en fonction du taux de bonnes réponses qu'ils obtiennent de ces exercices. Mais en fait, on peut préparer les IA aux exercices et c'est ce que révèle une étude qui a été partagée il y a quelques heures à peine par Scale AI et je voulais à tout prix vous la partager pour que vous puissiez avoir en tête que finalement, la meilleure manière de savoir quelle est la meilleure IA, eh bien, c'est de faire vos tests
tests et de voir les résultats que vous obtenez vous de votre côté et de pas faire confiance au benchmark, car Scale AI met en lumière les failles de ce genre de classement, notamment le fait que les exercices qu'on partage à ces IA sont faits avec un volume de fréquences qui font qu'en fait les IA se rappellent, se remémorent des choses plutôt qu'ils ne comprennent les choses. Ça peut vous paraître abstrait vu comme ça, vous pourrez aller voir du coup le document pour vous faire une idée plus précise, mais ici ce qu'a fait Scale AI, c'est qu'ils ont fait repasser un benchmark spécifique à toutes les intelligences artificielles du marché en limitant les occurrences pour voir s'il y avait une différence de performance. Et ce qu'on remarque dans le tableau que vous avez juste ici, c'est qu'il y a beaucoup d'IA qui sont surcotés dans les benchmarks parce qu'ils se rappellent des choses, ils ont appris par expérience dans leur configuration. C'est un petit peu, si on prend l'analogie des études, un élève qui va apprendre par cœur, un élève qui apprend tout par cœur, il sait recracher mot pour mot le cours, mais parfois ça va pas suffire parce qu'il n'a rien compris à ce qu'il a rédigé dans sa copie. Et bien c'est le cas pour certaines des intelligences artificielles les plus connues du marché, et ce que révèle Scale AI notamment, c'est qu'il y a des IA qui sont surcotées dans les benchmarks, et notamment l'IA Mistral 8X22B qu'on a déjà présenté sur la chaîne. Les modèles Mistral en général sont concernés, et les modèles Phi ou encore Llama 3 sont concernés par tout ça, alors qu'en fait il y a aussi des IA qui sont sous-cotées, que vous retrouvez juste ici, et ça va être plutôt les IA Claude et les IA GPT. Donc c'est la raison pour laquelle je vous dis toujours de prendre des pincettes quand vous voyez une nouvelle IA arriver et qu'elle arrive premier d'un benchmark. Faites vos tests et vous aurez comme ça une bonne idée de l'IA qui est faite pour vous et vos usages. On a vu maintenant les gros dossiers de cette revue d'actualité. Maintenant, je vais vous balayer quelques petites news très intéressantes qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. Et pour ça, on va faire un tour du côté de chez Amazon. Vous le savez, j'ai publié un roman Renaissance artificielle qui a été rédigé en 50 minutes par l'intelligence artificielle. Donc forcément, une note de 2,5 sur 5 pour 2 personnes qui ont voté. C'est très faible. Le contenu, c'est pas de la grande littérature, mais c'était simplement, on avait fait une expérience sur la chaîne, vous montrer qu'on pouvait rédiger du contenu avec l'IA et qu'on pouvait le vendre sur Amazon. C'était juste l'idée, je vous mettrai la vidéo en lien dans la description. J'ai aussi écrit un vrai livre, cette fois écrit à la mano, ce livre moi-même sans l'aide de l'intelligence artificielle, qui s'appelle La route du bonheur, qui revient sur le burn-out que j'ai pu faire en 2018. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce qu'en tant qu'auteur sur Amazon, en fin d'année 2023, j'avais reçu une invitation pour convertir mes livres papier, j'allais dire, en version audio grâce à la voix et à l'intelligence artificielle. J'y ai pas porté attention parce que j'avais clairement d'autres choses à faire, mais en me baladant un petit peu sur le site Audible que vous avez juste là, j'ai pu constater qu'en fait les livres qui avaient été convertis en audiobook grâce à l'intelligence artificielle étaient plus de 40 000 actuellement, et qu'il y en avait beaucoup qui cartonnaient plutôt pas mal, notamment les deux que vous avez sous les yeux qui se vendent plutôt bien. Donc c'est quelque chose que je pourrais faire à l'avenir, et je vous partage aussi cette actualité parce que peut-être que ça va vous donner des idées pour vous, pour votre business, ou encore les contenus que vous pouvez partager régulièrement. On parle maintenant d'Apple très rapidement également, ça devient une routine chaque semaine puisqu'Apple s'est réveillé en début d'année 2024 pour intégrer l'intelligence artificielle dans ses prochains outils, notamment le prochain iPhone. On attend très impatiemment la keynote qui se tiendra en juin 2024, on en parlera là aussi sur la chaîne. Et donc cette semaine, on a appris que Apple intensifiait ses négociations avec OpenAI pour intégrer les IA d'OpenAI dans Siri et dans iOS 18. Donc on peut s'attendre à avoir les outils d'OpenAI dans le prochain iPhone. Pour le moment, néanmoins, rien n'a été confirmé. Les discussions sont très loin d'aboutir, mais ce qu'on apprend de plus intéressant finalement dans cet article de Bloomberg, c'est qu'Apple est vraiment à la recherche d'un partenaire pour intégrer l'IA. Donc il y a des rumeurs qui disent que Apple va développer sa propre IA pour l'intégrer dans les prochains iPhones. Là, j'ai plus l'impression que quand même, ils vont s'adosser à un acteur existant pour aller plus vite et pouvoir proposer ça dès septembre parce qu'ils n'étaient pas prêts, et éviter de se faire dépasser par la concurrence, notamment les Google Pixel Pro qui intègrent déjà l'intelligence artificielle sous Android. Une news très intéressante et qui concerne les médias et notamment les journaux papier. On a 8 journaux américains qui portent plainte contre OpenAI et Microsoft pour enfreinte des droits d'auteur. Donc ce que reprochent ces 8 journaux à Microsoft OpenAI, c'est de piller
tous leurs articles sans leur consentement. Et en gros, ce qu'ils disent, c'est que eux, ils dépensent des milliards de dollars pour construire du contenu, pour créer du contenu, pendant que ChatGPT notamment scrolle tout ça pour le proposer gratuitement à certains utilisateurs. C'est un sujet qu'on évoque régulièrement sur la chaîne. On a notamment Le Monde qui a noué un partenariat financier avec OpenAI pour accepter finalement de partager leurs articles et entraîner leur modèle d'intelligence artificielle contre rémunération. Je trouve que c'était une bonne idée et très clairement, moi, quand je vois la presse se plaindre de ce côté-là, vous pourrez me donner votre avis en commentaire. Je pense que c'est un sujet qui fait débat et j'ai peut-être pas toutes les clés non plus pour avoir une vision précise, mais quand je vois l'expérience navigateur qui est proposée par les plus gros médias actuellement sur Internet, je me dis que non, ils doivent réagir, ils doivent proposer autre chose. On arrive constamment sur des sites comme le New York Times. Juste ici, en fait, j'avais vu l'information des 8 journaux qui portent plainte contre OpenAI sur le site du New York Times dans Google Actu. Et quand je clique là-dessus et que je dois me connecter avec mon compte Gmail et qu'ensuite je dois payer pour voir l'article, etc., alors que j'ai juste envie de prendre une information qui va faire une ligne finalement dans le contenu, moi, ça me pose problème. Je comprends qu'il y ait du travail derrière ça, mais je pense que c'est plutôt aux médias de trouver des solutions, notamment via peut-être la publicité ou en nouant des partenariats avec les outils d'IA, plutôt que de faire payer les utilisateurs, en tout cas pour certaines actualités qui sont aussi légères que ça. Et forcément maintenant, eh bien avec l'intelligence artificielle, il y a des solutions pour contourner tout ça. Vous le savez, je vous en parle régulièrement sur la chaîne. Pour ça, moi, pour contourner un petit peu ce genre de paywall, eh bien je vais utiliser Perplexity AI, dans lequel je vais pouvoir partager l'adresse du contenu, donc là l'adresse de l'article du New York Times, et en fait Perplexity AI va me faire un résumé en fonction du contenu qu'il va pouvoir récupérer sur l'article et en fonction de recherches complémentaires qu'il va pouvoir faire sur d'autres sources. Et donc là en fait, eh bien la bataille juridique sur les 8 journaux américains contre OpenAI et Microsoft, eh bien j'en ai un résumé complet juste là, un article complet avec les informations clé, et donc j'ai pas à m'embêter à créer un compte ou à payer un abonnement sur un des médias présentés. Il me reste maintenant 3-4 news à vous présenter dans cette revue d'actualité et je souhaitais revenir sur un débat qui s'est instauré dans la revue d'actu de la semaine dernière, dans laquelle je présentais un partenariat entre OpenAI et Moderna qui était en train de travailler ses prochains vaccins en créant des GPTs et en faisant notamment des analyses sur ChatGPT des résultats qu'ils obtenaient lors de leurs expérimentations. Et donc ça avait vraiment fait débat. Pour tout vous dire, c'était le titre en fait de cette revue d'actualité de la semaine dernière et j'ai modifié le titre pour mettre la révolution des petites IA et parler d'un autre dossier qu'il y avait dedans parce que ça faisait beaucoup parler dans les commentaires et le débat était ultra passionné, donc pour pas dire trop agressif. Donc voilà, j'ai changé ça pour ça, mais en tout cas ça a fait parler. L'intelligence artificielle est vraiment intégrée de plus en plus dans le monde médical et dans cette vidéo je vous parlais notamment des IA existantes et qui n'étaient pas très performantes dans la santé. Et bien quelques jours plus tard, hasard du calendrier, Google a annoncé la sortie de MedGemini, les modèles d'IA Gemini pour la médecine, et a priori, vous pourrez le voir dans le papier qui est juste ici et que je vous partage en lien dans la description, les performances sont nettement meilleures que celles que j'ai pu présenter dans la revue d'actualité de la semaine dernière. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, l'IA est en cours d'expérimentation, l'IA se développe, mais elle s'intègre progressivement dans la médecine et ça pourrait résoudre des défis que nous ne pouvons pas résoudre humainement actuellement et soigner des maladies qui sont aujourd'hui, et il aura fallu que je me creuse la tête pendant 30 secondes, j'ai coupé tout ça au montage pour trouver tout simplement le mot incurable. Et on aborde maintenant un autre sujet qui va sans doute faire débat en commentaire. On a l'Ukraine qui cette semaine a présenté un avatar IA qui devient le porte-parole de leur ministre des Affaires étrangères. Donc ça y est, on a des avatars IA qui se lancent dans la politique en Ukraine. Comme vous le voyez juste ici, cette avatar IA, elle s'appelle Victoria Shi. Logiquement, le but, ça sera de dévoiler ou plutôt de communiquer les informations clés du ministère des Affaires étrangères auprès notamment de la presse. Donc pour l'instant, il n'y a rien de vraiment très engageant. Elle va pas prendre des décisions, cette avatar IA. Néanmoins, c'est un premier pas vers ça. Qu'en pensez-vous? Ça m'intéresse d'avoir votre avis en commentaire. Je vous mettrai les liens pour que vous puissiez aller voir notamment la vidéo juste ici. Mais c'est vrai que ça fait ultra réaliste. Et la dernière actualité que je souhaitais vous partager dans cette revue d'actualité, eh bien c'est du nouveau du côté de chez Claude AI qui lance deux choses cette semaine. Un nouvel abonnement qui s'appelle Claude Team qui va vous permettre finalement de manager les utilisateurs sur Claude AI et de valider un petit peu ce qu'ils sont en train de faire, de partager aussi des prompts, de partager certaines ressources. Et on a aussi une application Claude qui arrive sur iOS, sur iPhone. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la tester. Moi, je
suis un petit peu en froid avec Claude AI, vous le savez si vous suivez régulièrement la chaîne, je vais pas revenir sur cette affaire, mais on a fait beaucoup de pubs et j'ai eu quelques problématiques avec eux, donc je trouve ça un petit peu dommage. Bref, on va pas s'attarder sur le sujet. Voilà tout ce que je souhaitais vous présenter dans cette revue d'actualité. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire quelles sont les actus qui ont retenu le plus votre attention et surtout, que pensez-vous de ce moteur de recherche ChatGPT qui devrait concurrencer Google et qui pourrait bien sortir dès la semaine prochaine? Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Continuez-vous actuellement d'utiliser Google ou utilisez-vous plus les outils d'intelligence artificielle? Pour ça, ça m'intéresse de vous lire. C'était Ludo. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partagerai des actus, bien sûr, mais aussi et surtout même des astuces, des tutos, de nouveaux outils, bref, tout ce que je peux connaître et découvrir de l'intelligence artificielle avec toujours le même but, celui de vous faire profiter des opportunités que l'IA génère. Et j'en profite puisqu'on en est vraiment plus très loin, nous avons passé la barre des 97 000 abonnés sur la chaîne, on arrive tranquillement vers les 100 000, vous pouvez m'aider à atteindre cet objectif si ce n'est pas encore le cas en cliquant sur le bouton s'abonner sous cette vidéo, c'est gratuit, donc si cette revue vous a plu et que vous ne souhaitez pas manquer les prochaines informations, voilà, vous avez qu'un clic à faire. À très bientôt, ciao!